Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, du docteur Pierre Sedbon, lu par Rémi Vibo. À mes deux anti-stress, Esther, ma femme, hier, aujourd'hui, même soutien, même amour. Elliot, mon fils, unique, vraiment unique, par son dévouement sans faille et son amour. Je lui souhaite le meilleur. Avertissement. L'auteur tient à signaler que les traitements qu'il cite ou recommande dans cet ouvrage sont uniquement le reflet de ses habitudes thérapeutiques. Il n'entretient avec les laboratoires pharmaceutiques aucune accointance, aucune relation mercantile, ni conflit d'intérêts. Il ne s'oppose en aucune façon à la prescription de produits pharmaceutiques génériques. Préface. Pourquoi la petite ville de Framingham, dans le Massachusetts, est-elle devenue célèbre dans le monde de la cardiologie? Des allées bien bordées, des bâtiments typiques de la côte est de l'Amérique du Nord, des habitants travailleurs et relativement sédentaires. Rien ne prédestinait cette agglomération qui comptait 25 000 habitants en 1948 au feu de la rampe. Et pourtant, c'est elle qui fut choisie pour devenir le terrain d'étude d'une population réelle afin de définir ce qu'était le risque cardiovasculaire, pathologie qui commençait à véritablement inquiéter les autorités sanitaires des États-Unis. Les Américains, il faut le reconnaître, ont un génie pour réaliser des études épidémiologiques de grande envergure. Depuis plus de 60 ans, cette population est suivie par les médecins et les épidémiologistes, et son évolution médicale est analysée avec le plus grand soin sur plus de 3 générations maintenant. Une ville entière sous le microscope des chercheurs. Ce sont les résultats de cette étude qui ont permis de comprendre les grands facteurs de risque cardiovasculaire. On les connaît bien à présent, tant ils ont été rabâchés sur tous les tons par les médecins. Le cholestérol, le tabac, la sédentarité. Ces recherches ont également permis de démasquer les maladies complices de cette épidémie cardiaque, l'hypertension et le diabète. Tout ceci a contribué à établir des scores qui donnent une estimation de l'éventualité de survenue d'un événement pathologique dans les prochaines années. Mais un point important et inquiétant ressortait de l'étude. Les facteurs de risque, s'ils étaient multiples, ne faisaient pas que s'additionner, mais se potentialisaient. Ainsi, si un cholestérol élevé multiplie par 4 le risque cardiovasculaire, le tabagisme par 1,6 et l'hypertension par 3, l'association des 3 le multiplie par 16. Il est à noter que tous ces éléments peuvent se traiter soit par le sevrage de mauvaises habitudes, comme le tabac, soit par des médicaments qui sont progressivement devenus très efficaces. D'ailleurs, leur mise en œuvre s'est traduite par l'allongement significatif de l'espérance de vie dans tous les pays occidentaux. En revanche, un mystérieux intrus, pourtant reconnu par tous comme une maladie majeure de notre temps, manquait à cette énumération. C'était le stress. Mais qu'est-ce exactement que le stress, dont tout le monde a aujourd'hui la bouche pleine et qui se traduit par l'image bien connue de celui qui s'écroule sur son canapé, la main sur le front en disant « Je suis stressé ». Dans les enquêtes récentes, 9 Français sur 10 se considèrent comme stressés. D'abord, stress est un mot anglais entré dans notre vocabulaire comme bien d'autres, après que le mot du vieux français déstress a été kidnappé et modifié par nos voisins il y a bien longtemps déjà. En réalité, ce terme fut introduit par Hans Selye, endocrinologue à Montréal, en 1936. Il invente en effet ce concept en étudiant la réponse physiologique d'une population de rats à l'injection d'hormones ovariennes. Normal pour un endocrinologue. Peu de temps après, il constate que la réponse n'a aucun rapport avec l'injection des hormones, mais pourrait plutôt correspondre à tout type d'agression. Si bien qu'il désigne sous le mot « stress » l'ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter les conséquences pathologiques d'un traumatisme. Mais à partir des années 1960, le doute n'est plus permis. Les neuropsychologues sont formels. Ils lient de façon claire la réponse au stress à l'importance de l'activation émotionnelle et le considèrent comme un déséquilibre entre les sollicitations faites à l'individu et les ressources dont il dispose pour les affronter. Et cela n'a rien à voir avec les hormones ovariennes des rats de Selye. Ce qui ne veut pas dire, soit dit entre nous, que d'autres hormones ne jouent pas un rôle dans le stress. Rapidement et intuitivement, le stress a un rôle comme facteur de risque cardiovasculaire. Les cardiaques sont nerveux, anxieux,
très occupés familialement ou professionnellement, et cet état contribue à leur boucher les artères. Oui, cela tombe sous le sens. Mais comment? Et s'il s'agit d'un réel facteur de risque, comment le traiter? Comment le prendre en charge? Les cardiologues commencent à prodiguer des conseils. Restez calme, ne stressez plus, faites du yoga. Mais à l'évidence, le stress demeure un mystère et son contrôle une gageure. Depuis 30 ans, un cardiologue, Pierre Sedbon, s'intéresse particulièrement au stress et à son mystère, et cherche à répondre aux questions que tout le monde se pose. Mais au fait, c'est quoi le stress? Quelles sont les conséquences du stress sur le cœur? Comment le stress provoque-t-il des maladies cardiovasculaires? Les femmes sont-elles plus sujettes aux conséquences du stress? Que peut-on faire pour réduire son stress? Et quand cela ne suffit pas, y a-t-il des médicaments efficaces? Ce « aidez-moi, docteur » répété par les malades se heurte souvent à la fuite ou à l'incompréhension. Pas chez Pierre Sedbon, qui vous prend tout à fait au sérieux, jusqu'à rédiger votre ordonnance anti-stress. Dans les pages qui viennent, il nous conduit par la main pour expliquer dans un style d'une limpidité absolue les concepts les plus actuels et les mécanismes les plus complexes. Tous les traitements sont envisagés, même si le cardiologue nous fait connaître ses préférences et nous partage même ses bottes secrètes. Alors, ne soyons plus stressés, le docteur Sedbon est là et nous prend en charge. Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, professeur émérite de chirurgie cardiovasculaire, Université Paris-Cité, co-directeur du DU Histoire de la médecine, membre de l'Académie de chirurgie et correspondant de l'Académie de médecine, ex-membre du Conseil de l'Ordre de Paris. Avant-propos. Celle qui m'a montré le chemin. Elle entre dans mon cabinet avec une prestance extraordinaire, une démarche fascinante. Cette femme de 40 ans, actrice de théâtre, a aussi participé à de nombreuses séries télévisées. C'est la première fois qu'elle me consulte. Nous sommes en 1995, cela fait environ 5 ans que je partage mon agenda professionnel entre mon cabinet privé et l'hôpital. Cette activité remplit tout mon temps avec bonheur. Qu'est-ce qui vous amène à me consulter? Je souhaite faire le point avec vous, me répond-elle. Je ressens le trac de manière désagréable et parfois déstabilisante. Au moment de prendre la parole sur scène, je ressens des palpitations, une boule dans la gorge, des sueurs, une oppression thoracique, des tremblements. Cela finit par s'estomper au cours de la représentation, mais cela reste extrêmement gênant. Et à chaque casting, c'est infernal. Elle poursuit en m'expliquant qu'elle n'est pas la seule parmi les acteurs à être sensible au trac, et que nombre d'entre eux prennent un médicament avant les représentations pour ne pas ressentir tous ces symptômes et pour aller mieux. Un ami acteur lui a ainsi conseillé, il y a quelques mois, de prendre un médicament de la famille des bêta-bloquants, ou bêta-bloqueurs, les deux formulations sont possibles. Une molécule utilisée depuis des années pour traiter certaines maladies cardiaques, notamment l'hypertension, l'avlocardil, 1 heure avant sa prestation. Cela l'a beaucoup aidé. Tous ces symptômes gênants ont diminué. Il y a peut-être une composante psychologique, analyse-t-elle. Mais fini le trac. J'ai continué à prendre ce traitement de la même manière sans consulter de médecin. Je réussissais à me le procurer sans ordonnance. Aujourd'hui, à 40 ans, je souhaite bénéficier d'un bilan cardiaque, car il s'agit normalement d'un médicament pour le cœur, m'a-t-on dit. Et même en dehors des représentations théâtrales, je me sens nerveuse. Je ressens sans explication des palpitations, des douleurs dans la poitrine, des migraines. En fait, mon quotidien en dehors même du théâtre est infernal, et tout cela m'inquiète. Après ces explications, je l'examine. Mis à part un rythme cardiaque un peu rapide, son examen complet avec échographie cardiaque s'avère parfaitement normal. « Je suis très stressée », ajoute-t-elle. Je l'ai bien compris. Jusqu'à cette rencontre, je ne m'intéressais guère à ces plaintes que je qualifiais alors de psychosomatiques et à ces patients tellement nombreux. Après m'être assuré de la normalité de leurs examens cardiaques, je les rassurais comme les autres médecins avec cette sentence « Tout va bien, c'est nerveux, c'est du stress ». Et je les laissais partir avec leur désarroi. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est encore ce que font la majorité des praticiens. Ce médicament, l'avlocardil, j'en ai vaguement entendu parler durant mes études. Quant au trac ou au stress, je n'ai jamais eu aucune formation sur ce sujet durant plus de 10 ans d'études et de pratique hospitalière.
Vous avez essayé un autre médicament contre ce stress permanent et gênant ?» lui demandai-je. « Oui, j'ai pris des tranquillisants, » me répond-elle. « Mais cela me fait somnoler toute la journée. J'ai l'impression d'avoir des pertes de mémoire et cela ne me convient pas. Sans compter que cela semble être des drogues. » C'est alors que me vient cette idée. Puisque vous êtes très gêné au quotidien par tous ces symptômes de trac et de stress, on pourrait essayer pendant quelque temps de vous donner ce médicament tous les jours. En revanche, je vous proposerai plutôt un autre médicament de cette famille, plus efficace pour calmer le cœur et qui agit 24 heures. Il n'y a pas de danger particulier et il ne s'agit pas d'un tranquillisant. On peut tenter. Après tout, qu'est-ce que le stress, si ce n'est une sensation de trac quasi permanente, songeai-je. Je lui prescris donc un comprimé par jour d'un produit à l'époque un peu plus moderne et à plus longue durée d'action. 2 mois plus tard, elle vient me revoir en consultation, très enthousiaste. Toute gêne a quasiment disparu. Elle se sent apaisée, aussi bien sur les planches que dans ses autres activités quotidiennes. Rien que du bonheur, ajoute-t-elle, et le tout sans effet indésirable. Pendant de nombreuses années, nous nous sommes revus tous les 6 mois pour la surveillance et le renouvellement du traitement. À ce jour, elle ne souhaite pas arrêter ce médicament, et elle est en pleine forme. Cette patiente a été la première d'une longue série d'hommes et de femmes stressés que je choisis de ne plus laisser sur le bord de la route. Je pris conscience, grâce à elle, qu'un grand nombre de patients ne consultent pas pour le suivi d'une quelconque maladie cardiaque, mais pour des symptômes reliés aisément au stress. Faire la guerre au stress et le vaincre est devenu mon combat. Je décidai alors de lire ce que les études médicales préconisaient et constatai rapidement le vide sidéral que le stress engendre dans le monde médical. Psychothérapie, sédatifs et anxiolytiques étaient les principales solutions conseillées, alors qu'il en existe d'autres, comme les bêta-bloqueurs, pourtant à la mode dans les années 1960-1970, pour contrer le trac et le stress avant que le développement des psychotropes ne les efface. Quant au risque du stress, en particulier les risques cardiaques, l'omerta est totale dans le corps médical, qui ne semble pas en avoir réellement conscience. Je précise un élément important. Tous mes patients stressés n'ont pas besoin d'emblée d'un traitement médicamenteux. Mais depuis cette rencontre qui a tout changé, aucun n'est plus jamais sorti de mon cabinet sans réponse, sans aide, sans stratégie face au stress qui le mine. Au fil des ans, j'ai construit une méthode anti-stress redoutablement efficace, basée sur des conseils d'hygiène de vie, des méthodes douces, etc. Je ne néglige rien de ce qui peut être utile aux patients pour gagner cette bataille contre le stress. Mais pour certains, cela ne sera peut-être pas suffisant, car nous sommes tous différents. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il faudra envisager la mise en place de ce traitement médicamenteux sûr et efficace, et malheureusement très méconnu dans le cadre du stress, que sont les bêta-bloquants. Je remercie cette actrice, qui se reconnaîtra sûrement, d'avoir déclenché en moi une compassion, un intérêt nouveau pour ce sujet, et ainsi l'élaboration d'une approche à la fois holistique et médicale pour vaincre le stress qui est devenu l'une des grandes passions de ma vie. Introduction. Traiter le stress. Mais qui s'en soucie? Qui pour vous rassurer réellement? Qui pour vous guider dans la jungle du business du stress? Qui pour vous proposer une solution? Votre solution. Avant de vous détailler en long et en large le stress, ses symptômes, comment le gérer et le traiter si besoin, le cardiologue que je suis veut d'emblée pousser un cri d'alarme auprès de vous, mes lecteurs, mais aussi auprès du corps médical. Le stress tue. Les médecins sont censés le savoir et s'en méfier. Mais au lieu de cela, on assiste à une banalisation du stress et de ses complications, avant tout cardiaques. Se sentir stressé double le risque de crise cardiaque. Des cardiologues américains s'en doutaient déjà dans les années 1950. Et en 2013, une étude publiée dans le très sérieux European Heart Journal, comme nous le verrons plus loin, a confirmé ce risque et cette sentence. Les médecins informent souvent leurs patients des risques associés au tabac, au diabète ou au surpoids. Mais qu'en est-il du stress? Votre cardiologue vous a-t-il déjà posé cette question? Vous sentez-vous stressé? Je peux vous assurer que cela reste exceptionnel. Et pourtant, on peut positionner le stress comme 2e ou 3e facteur de risque cardiaque après le tabac et peut-être le diabète. L'association stress plus tabac, bien trop fréquente, aggrave encore un peu plus les choses. Aujourd'hui, des individus jeunes de moins de 50 ans uniquement stressés sont atteints de maladies cardiaques parfois sévères.
parfois handicapantes. Je suis sûr que ce genre de situation va se multiplier à l'avenir. Je pense aussi et surtout aux femmes, totalement laissées sur le côté par la médecine, par méconnaissance et par défaut d'information du public et des médecins. Car oui, la femme stressée, surmenée, souffre elle aussi de problèmes cardiaques. Près de 200 femmes meurent du cœur tous les jours. Ce livre veut vous alerter, mais aussi vous proposer des solutions sérieuses et éprouvées. Nous allons ensemble diminuer votre niveau de stress, pour vous sentir mieux au quotidien, mais aussi pour ne pas mourir du cœur. Ma méthode. Ma méthode anti-stress est imparable. Imparable parce que je la pratique au quotidien depuis 30 ans et qu'elle donne d'excellents résultats. Cette méthode ne repose absolument pas sur un ingrédient particulier, mais sur 3 éléments clés de ma consultation. Tout d'abord, expliquer les symptômes ressentis par le stressé. Oppression dans la poitrine, douleur, palpitations, essoufflement, migraine, tremblement, malaise. Ensuite, rassurer. Après les explications fournies et avec l'aide de quelques examens courants, c'est relativement facile. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut 2? Enfin, proposer un traitement adapté et personnalisé. Cela va du simple conseil de vie au traitement médicamenteux pour les plus gênés, ceux dont le stress gâche la vie quotidienne. Je vous rappelle que mon objectif est de ne laisser aucun stressé sur le bord de la route. Dans cet ouvrage, j'insisterai sur l'emploi d'un traitement des maladies cardiaques, le bêta-bloqueur. Ce type de médicament, utilisé tous les jours depuis les années 1960 dans le domaine de l'hypertension ou des maladies cardiaques, a une efficacité remarquable sur les symptômes que ressent la personne stressée. Il améliore très nettement sa qualité de vie et ses effets secondaires sont rares. Pourtant, ce traitement a été complètement occulté par les médecins depuis l'apparition et la prescription facile, trop facile, des psychotropes. Bien évidemment, il n'est pas question de négliger l'intérêt des psychotropes et leur utilité indéniable dans le traitement de la vraie anxiété ou de la dépression. Mais il me semble qu'en France, on confond stress et complications psychiatriques du stress. De nos jours, les seuls médecins qui se sont emparés du stress sont les psychiatres. Cette psychiatrisation à outrance du stress s'est établie comme un dogme à travers les années. Aujourd'hui, je me rends compte qu'hélas, je suis un des rares médecins en dehors de mes collègues psychiatres à m'intéresser au traitement du stress. Mais je ne suis pas psychiatre, et je prends donc en compte toute la palette des possibilités, des techniques et des traitements médicamenteux pour mettre en place le traitement adéquat. Je dis souvent que je ne m'intéresse pas au pourquoi du stress. Nous avons tous nos raisons, plus ou moins évidentes, d'être stressés. Tout ce qui me préoccupe, c'est de soulager ce stress. Et c'est possible, à condition de mettre en place la solution la plus adaptée et la plus efficace pour soi. C'est ce que je vous propose de faire dans ce livre. Alors, détendez-vous et suivez-moi. Chapitre 1. Mais au fait, c'est quoi le stress? Entrons d'emblée dans le vif du sujet en définissant le mot « stress ». Voilà un mot que vous connaissez bien, mais en êtes-vous si sûr? Savez-vous quelle est sa définition exacte? Ce que le stress sous-entend au niveau biologique. Aujourd'hui, ce mot est assurément utilisé à toutes les sauces. Chacun en a sa propre définition, et on le confond même parfois avec d'autres choses, comme l'anxiété, l'angoisse, le burn-out, la spasmophilie. D'où l'importance d'en revenir à l'origine du mot. Stress vient du latin stringere, qui signifie serrer, lier, étreindre. Mais alors qu'une étreinte peut nous être agréable, celle du stress peut parfois nous étouffer. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le mot détresse a la même racine latine. Du syndrome général d'adaptation au syndrome général d'inadaptation. Le stress comme réaction de défense normale de l'organisme. Il est tout d'abord important de comprendre qu'à la base, le stress est un processus de défense normale de l'organisme. Comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Avant d'aborder plus longuement le stress chronique, largement le plus rencontré, celui qui vous intéresse au plus haut point, il me faut vous dire quelques mots du stress aigu ou post-traumatique. Il survient après un grand traumatisme marquant une vie.
On peut en être atteint par exemple en étant victime ou en assistant à un acte terroriste, un hold-up. Le stress aigu peut toucher n'importe qui, et pas seulement les individus les plus fragiles ou les plus vulnérables au stress. Le stress post-traumatique peut aussi survenir après une séquestration, une agression physique, une agression sexuelle, un tremblement de terre. La personne est alors souvent prostrée, n'arrivant que peu ou pas à communiquer avec son entourage. Cette forme de stress doit être prise en charge et traitée par le psychiatre. Une longue psychothérapie et un traitement psychotrope sont souvent nécessaires. L'homme qui a le plus fait avancer la notion de stress est le docteur Hans Selye, un médecin autrichien qui a consacré sa vie à étudier le stress sous toutes ses formes. Véritable père du stress, il décrit dans les années 1930 ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation. Il analyse dans ce syndrome les réponses de l'organisme animal à un agent extérieur agressif ou stressor, ou encore stresseur. Cet agent extérieur peut être le froid ou le bruit, en tout cas un agent agressif physique. En réalisant un test de nage forcé chez des souris, il démontre ainsi qu'il existe 3 phases successives de réaction de l'organisme à un stresseur extérieur. La première phase s'appelle la phase d'alarme. L'organisme réagit instantanément à l'agent extérieur stressant et tente de s'y adapter rapidement. Puis apparaît la phase de défense ou de résistance, quand la situation stressante se prolonge. Enfin, la phase d'épuisement succède à la phase de défense, quand l'organisme est épuisé et a consommé toutes ses possibilités d'adaptation. On peut facilement imaginer qu'un stress trop intense, trop important, trop prolongé, peut parfois amener, fort heureusement rarement, au décès des petites souris étudiées et soumises à ce stress. Le docteur Hans Selye, bien sûr, ne s'est pas arrêté à cette description capitale dans la compréhension de la notion de stress qu'est le syndrome général d'adaptation. Il transpose ce syndrome à tout être vivant soumis à un stress intense et prolongé. Quand le stress devient chronique. Cette description du syndrome général d'adaptation, même si elle reste indispensable à la compréhension des mécanismes du stress, ne prend pas évidemment en compte la réalité d'aujourd'hui. En effet, nous sommes tous loin à l'heure actuelle de considérer le froid, une brûlure ou une nage forcée comme la cause de notre stress quotidien. D'autres stresseurs, plutôt d'ordre psycho-émotionnel que physique, et ils sont nombreux, nous entourent. Le stress, c'est la vie, comme on le dit parfois. En effet, si le stress est ce qui nous permet de faire face à ce qui nous entoure, comment peut-on exister sans être en interaction permanente avec notre environnement ? Le stress est apparu avec la vie. Le tout premier stress que nous vivons est d'ailleurs celui de notre naissance, avec l'expulsion du douillet tabernacle maternel. Le problème est que ce stress, qui autrefois nous aidait à survivre, est devenu le mal du siècle, car il a envahi toute notre vie quotidienne. Tous ces agents extérieurs sont inévitables. Certains d'entre nous vont le supporter assez bien et ne se plaindront de rien, ou en tout cas ne diront pas que cela a un retentissement sur leur état de santé au quotidien. Certains diront même avoir besoin de stress pour avancer mieux, plus vite et réussir leur entreprise. Une petite dose de stress serait donc nécessaire. La réponse aux agents extérieurs stressants peut en effet être positive, stimulante. Notre monde actuel n'en serait pas là sans l'émulation et l'excitation liées à ce stress positif qui fait avancer chercheurs, médecins, ingénieurs, politiciens. Le docteur Hans Selye lui-même a d'ailleurs écrit « L'absence totale de stress, c'est la mort ». Mais en réalité, nous sommes tous différents, et nous n'avons pas tous la même réaction face au stress. Certains travaillent sans cesse, tout en paraissant parfaitement équilibrés et épanouis, alors que d'autres, en apparence gâtés par la vie, sans problèmes financiers, professionnels ou affectifs, se plaignent en permanence de sensations déplaisantes liées au stress. Il nous faut donc admettre et méditer cette phrase « Ce qui stresse l'un ne stressera pas forcément l'autre ». Un peu de biologie pour comprendre les mécanismes du stress. Les mécanismes biologiques du stress sont complexes, car mêlant à la fois neurobiologie, sécrétion hormonale et psychisme. Il est toutefois important de les comprendre afin de mieux appréhender la genèse des symptômes qui vous gênent et le mode d'action des diverses méthodes anti-stress. Rassurez-vous, je vais m'efforcer d'être le plus clair et le plus concis possible. 1. Les réactions biologiques qui se produisent à la suite d'une situation de stress naissent dans le cerveau.
plus particulièrement dans une zone du cerveau, l'hypothalamus. C'est là que tout commence. L'hypothalamus donne l'alarme. 2. Cette alarme est transmise par le biais d'un réseau de nerfs nommé système nerveux sympathique. 3. Une sécrétion hormonale est déclenchée par la partie centrale des glandes surrénales, 2 petites glandes situées au-dessus des reins, la médullosurrénale. Ces hormones sont au nombre de 2, l'adrénaline et la noradrénaline. On les nomme aussi catécholamines. Ces hormones permettent à l'organisme de réagir vite, en augmentant la pression artérielle, en accélérant le rythme cardiaque et la respiration, en dilatant les pupilles pour que l'on voit mieux le danger. L'organisme est alors hyper vigilant. 4. Si la situation stressante perdure, la partie périphérique de la glande, ou cortico-surrénale, sécrète d'autres hormones, les glucocorticoïdes, dont la plus importante est le cortisol. Ces hormones vont permettre à l'organisme de faire face dans le temps à la situation stressante. Les glucocorticoïdes, en particulier, augmentent la teneur en sucre du sang, fournissant l'énergie indispensable au cerveau, au cœur et aux muscles. Quand le stress se prolonge, l'hypothalamus va aussi donner l'ordre à une petite glande cérébrale, l'hypophyse, de stimuler les corticosurrénales et la production de glucocorticoïdes. L'hypophyse sécrète alors une hormone, l'ACTH, qui agit directement sur les corticosurrénales. Dans le même temps, l'hypophyse permet la libération dans le sang d'endorphines. Les endorphines sont des substances similaires à la morphine que nous fabriquons et dont le rôle est d'atténuer la douleur, voire de générer du bien-être. À l'issue de cet exposé, j'espère que vous vous êtes un peu familiarisé avec les réactions biologiques de l'organisme face à une situation stressante. Retenez que lors d'un épisode de stress, de nombreuses hormones sont sécrétées, dont l'adrénaline, le cortisol, l'ACTH. Ces hormones seront utilisées avant la fin de l'épisode stressant. Cela constitue la réaction normale physiologique au stress. Mais lorsque le stress s'installe pour longtemps et devient chronique, lié à des problèmes sociaux, professionnels ou familiaux, ces substances ne sont plus consommées. Elles s'accumulent dans l'organisme et deviennent toxiques. L'homme ne possède pas, hélas, le bouton d'arrêt du stress. Le système nerveux sympathique libère alors une sécrétion importante d'adrénaline. Cette hormone, l'adrénaline, est, comme nous le verrons, responsable d'un bon nombre des symptômes physiques dont vous vous plaignez. Palpitations, douleurs dans la poitrine, oppression thoracique. Le stress est partout. Aujourd'hui, le stress a envahi tous les pans de notre vie quotidienne. Le travail, bien sûr, en premier lieu, mais pas seulement. La vie personnelle, familiale, amicale, amoureuse est aussi en proie à ce mal du siècle. Le stress dans le monde du travail. Le travail, c'est bien une maladie puisqu'il y a une médecine du travail. Coluche. Au fil des ans et de mes consultations, je n'ai pu que constater que les gens étaient de plus en plus stressés et malheureux au travail. Surmenés, fatigués et plus souvent malades. Hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, maladie coronaire. Dans mon cabinet où se pressent les patients atteints au cœur, notre ennemi le stress est à la fête. Le stress professionnel est aujourd'hui considéré sur le plan international, européen et national comme une préoccupation à la fois des employeurs et des travailleurs. Cet intérêt est relativement récent, encore trop peu évalué ou étudié sérieusement. Toutefois, les statistiques et les études réalisées sont d'accord sur un point mobilisateur: le stress coûte très cher à la société. Si nous essayons un peu d'étayer les causes du stress au travail, en dehors du surcroît d'efforts demandé à l'employé ou au cadre que le respect des cadences entraîne, il faut noter, en ces temps de crise, le peu d'avancement de carrière proposé aux travailleurs, la stagnation des salaires et parfois le manque de reconnaissance par la hiérarchie. En 2014, alors que venait de paraître mon deuxième ouvrage sur le stress, Ma médecine anti-stress, un ami médecin m'a informé de la diffusion d'un reportage télévisé qui pourrait m'intéresser. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant qu'il s'agissait d'un documentaire animalier. Je ne savais pas encore que ce reportage, tourné en 2008, allait me conforter dans le fait que le stress peut tuer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.